Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Eh bien écoutez, l'affaire d'aujourd'hui est en lien avec le sondage que je vous ai posté dernièrement. On débriefera les résultats à la fin de la vidéo, mais cette affaire fait également écho à l'une de celles que j'ai traitées il y a quelques semaines, à savoir l'affaire Lisa Montgomery. C'est le type d'affaire qui donne le tournis, l'affaire d'aujourd'hui j'entends, et vous comprendrez ensuite pourquoi. Avant de commencer, je tenais à remercier James Liebman, qui est prof de droit à l'Université de Columbia. Il a gentiment pris le temps de répondre à certaines de mes questions. Et dans la mesure où il a travaillé sur l'affaire d'aujourd'hui, franchement c'est grave sympa, parce que j'avais besoin de quelques petits éclaircissements. Je tiens également à remercier les Archives nationales du comté de Fort Worth au Texas et le tribunal de Corpus Christi, également au Texas, puisque ils ont été super gentils avec moi. Alors je vous explique, je les ai appelés à plusieurs reprises, je les ai littéralement saoulés, et à mon avis je les ai dégoûtés avec mon accent qui est franchement dégueulasse, mais ils ont été super sympas. Au final, j'ai pas obtenu ce pourquoi j'avais appelé, mais c'est pas de leur faute. Donc j'ai dû faire certains choix pour des infos qui sont un peu secondaires tout au long de l'histoire. Il doit y avoir 2-3 éléments pour lesquels je suis pas très sûre, puisque j'ai pas obtenu les documents, mais dans la mesure où c'est des infos qui sont, mais vraiment, je vous rassure, hyper secondaires, j'ai choisi une info plutôt qu'une autre, donc je me suis basée sur plusieurs sources avant de faire mon choix. Ok? Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite. I asked him, Carlos, did you do this? I asked him when he was in death row. I asked him, did you do this? He said, no, I didn't do it. Manuel, that's my older brother, knows this Carlos Hernandez. And I kept saying that over and over to the attorneys. I kept saying that over and over. And they were saying that that was a lie. There was no Carlos Hernandez, that they hired private investigators. There was no Carlos Hernandez. L'affaire se déroule en 1983 aux États-Unis, plus précisément à Corpus Christi, une petite ville dans le sud du Texas. Tout commence par un appel au 911 le 4 février 1983, vers 20h. Wanda Lopez, la caissière de 24 ans d'une station-service située à Corpus Christi, appelle la police et leur explique qu'il y a un homme louche devant l'établissement. Il tient un couteau dans la main. La station-service se nomme Sigmore et elle est située dans un quartier assez chaud de Corpus Christi. Le dispatcher lui dit qu'il ne peut rien faire puisque l'homme se trouve à l'extérieur de l'établissement, donc elle raccroche. Quelques minutes après, elle rappelle le 911 et cette fois, elle explique au dispatcher que l'homme en question se trouve à l'intérieur de la station-service, juste devant elle. Le dispatcher lui pose alors quelques questions classiques, on va dire, et lui demande quelle est l'apparence physique de l'homme en question. Wanda répond, mais de façon discrète pour pas éveiller les soupçons de l'homme. Elle dit qu'il est hispanique et qu'il est grande taille. Et tandis que le dispatcher continue de lui poser des questions, il entend Wanda crier « Tu veux ça ? Je vais te le donner, je vais te le donner, je ne t'ai rien fait, pitié !» suivi de plusieurs supplications, puis la ligne coupe. Si je peux vous passer l'extrait en question afin de mieux comprendre la nature de cet appel, c'est maintenant. What's he doing with a knife? I don't know, he was outside bringing a right off of this guy. He just told me right now, he just came and said something. Has he threatened you or anything? Not yet. Can you have some money? What does he look like? What type? What does he look like? I think I see him standing right here in the camera. Huh? Can't talk. Thank you. Ma'am? What? Don't hang up, okay? Okay. Here. There you go. Where is he at now? Right here. Is he a white male? No. Black? No. Hispanic? Yes. Tall, short? Uh-huh. Tall? Tall. Thank you. Does he have a knife pulled out? Not yet. Is it in his pocket? Mm-hmm. Alright, we'll get somewhere with it. You want it? I'll give it to you. I'm not going to do nothing to you. Hey, get a unit on the 2602 South Padre. Got an armed robbery going down right now.
Des agents de police qui ont été prévenus par le dispatcher qu'il y avait un braquage au Sigmore se rendent aussitôt sur place et en arrivant, ils voient le corps de Wanda Lopez inerte et recouvert de sang devant la porte de la station-service. Elle a été poignardée à 2 reprises au niveau de la cage thoracique. Des témoins qui se trouvent sur place leur disent qu'un homme a pris la fuite à pied en direction de l'Est. Des policiers se lancent à sa poursuite, tandis qu'ils préviennent d'autres policiers qui sont dans les parages, donc ils les préviennent à l'aide de leur radio, que l'homme s'est enfui en direction de l'Est. Donc là, on a plusieurs patrouilles de police dans le secteur qui se dirigent dans la direction où l'homme est censé avoir pris la fuite. Une dizaine de minutes après, des policiers sont informés par un riverain qu'un homme se cache sous un camion en stationnement à quelques rues à peine de la station-service. Un policier s'approche du camion et effectivement, il y a quelqu'un caché dessous. Il est interpellé. Il s'agit d'un certain Carlos Deluna, un latino de 21 ans. Il ne porte ni chaussures ni chemise. Dans l'une des poches de son pantalon, on trouve un portefeuille noir et dans l'autre poche, 149 $ en petites coupures. Il est aussitôt embarqué par la police devant la station-service afin qu'on le confronte aux témoins qui sont sur place. Le premier témoin se nomme Kevin Baker et il a 33 ans. Il s'est rendu à la station-service pour faire le plein au moment même où Wanda se faisait attaquer. Il dit avoir vu un jeune latino moustachu vêtu d'une chemise claire et d'un pantalon foncé à l'intérieur de la station-service en train de traîner Wanda par les cheveux dans le fond de l'établissement. Il s'est dirigé vers la porte de la station-service pour entrer afin d'aider la victime, mais à ce moment-là, l'assaillant en est sorti. Il s'est arrêté devant lui et lui a dit « J'ai une arme, dégage ». Il a ensuite pris la fuite à l'est. Quelques secondes plus tard, Wanda est sortie à son tour de la station-service. Elle était recouverte de sang et elle demandait de l'aide. Kevin Baker l'a aidé à s'allonger au sol. Il est rentré dans la station-service pour y récupérer des serviettes afin de stopper son hémorragie jusqu'à l'arrivée des secours. C'est donc le premier à avoir compris que Wanda avait été poignardée. Le second témoin se nomme George Aguirre et il a 20 ans. Il s'est rendu à la station-service Sigmore vers 20 h. Et tandis qu'il faisait le plein de sa camionnette, il a aperçu un jeune latino juste à côté de la station-service. Il avait une bière à la main et un couteau dans l'autre main. Le latino en question s'est approché de George et il lui a demandé s'il pouvait le conduire en voiture dans un bar qui se situe à proximité. Il a même sorti son portefeuille en lui disant « Écoute, je peux te payer pour la course ». Mais George a refusé. Voilà. Il avait un couteau dans la main, donc forcément, ça met pas vraiment confiance. Donc il lui a dit « Non, je t'amènerai nulle part ». Une fois qu'il a fait son plein, George est entré à l'intérieur de la station-service pour payer. Et c'est lui qui a averti Wanda Lopez qu'un homme louche se trouvait juste devant la station-service, un couteau à la main. Wanda a appelé le 911, tandis que George est reparti à bord de sa camionnette. Et en longeant la route, il a aperçu le latino entrer dans la station-service et agresser la caissière. Il s'est arrêté dans un bowling afin de leur demander qu'on prévienne la police, puis il est retourné à la station-service au moment justement où la police arrivait sur place. Les deux derniers témoins sont John et Julie Arsuaga. Ils ont 20 et 18 ans. Ils étaient en train de se garer devant un club qui se trouve à proximité de la station-service Sigmore quand ils ont vu un jeune homme courir lentement en direction de l'est tout en jetant des coups d'œil furtifs dans leur direction. Il portait une chemise blanche et un pantalon foncé. Il était hispanique, rasé et assez grand. Quand Carlos Deluna est ramené devant la station-service afin d'être confronté aux témoins, George Aguirre et Kevin Baker affirment que c'est bien lui qui a agressé Wanda. Et ils sont unanimes, il était tout seul. Alors, petite précision, Carlos Deluna se trouvait donc torse nu dans la voiture de police et on a demandé à George Aguirre et Kevin Baker de rentrer à l'intérieur du véhicule chacun leur tour pour identifier Carlos Deluna. John Arsuaga, lui, a été conduit au poste de police. On lui a présenté une plaquette avec différentes photos et il a formellement reconnu Carlos Deluna comme étant l'homme qu'il a vu prendre la fuite en direction de l'Est. Carlos Deluna est donc mis en état d'arrestation pour le meurtre de Wanda Lopez, puisqu'entre-temps, la jeune femme est morte à l'hôpital, à 21h50 précisément. On le conduit au poste de police pour son interrogatoire et pour toutes les formalités liées à son arrestation, et on prend quelques photos, et sur certaines des photos qu'on a prises de lui le soir de son arrestation, on peut remarquer qu'il présente des traces de griffures au visage et au bras, mais pas une seule trace de sang. Et les deux points qu'il est très utile de préciser, c'est que lorsqu'il a été retrouvé sous la camionnette par l'agent de police, donc l'agent de police l'a pris, l'a mis dans sa voiture pour le ramener à la station-service Sigmore,
Et en fait, sur le trajet, Carlos a demandé à l'agent de police si elle était morte, en faisant référence à Wanda Lopez. Alors, ce point est important, puisque à ce moment-là, au moment où l'agent de police l'escorte à la station-service, Carlos Deluna n'est pas censé savoir pour quelle raison on vient de l'interpeller, à moins d'être vraiment l'homme qu'on a vu agresser Wanda Lopez dans la station-service. Le deuxième point, c'est que pendant ce même trajet, il a dit à l'agent de police « Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait, relâchez-moi et je vous dirai qui a fait ça, je sais qui a fait ça ». Gardez bien en tête ces détails puisqu'ils auront toute leur importance dans cette affaire. Pour en revenir à Carlos Deluna, c'est un jeune délinquant de 21 ans qui vit à Corpus Christi. Il a été élevé avec ses frères et sœurs par leur mère, ils vivaient dans la pauvreté. Leur mère travaillait mais elle était seule pour les élever, donc elle n'avait pas la possibilité de tout le temps garder un œil sur eux. Malheureusement, très jeune, Carlos tombe dans la délinquance et la drogue. Corpus Christi concentre une grande communauté de latinos qui occupent essentiellement les quartiers les plus défavorisés. On y trouve de la violence, de l'alcoolisme, de la drogue et beaucoup d'injustice sociale. Au moment de son arrestation, Carlos est déjà bien connu des services de police pour tout un tas d'infractions. Des délits mineurs pour la plupart, vol, état d'ébriété sur la voie publique, cambriolage, dont celui de sa propre mère. Franchement, qui fait ça? Il a été arrêté pour s'être introduit chez sa mère afin de lui voler sa télé, entre autres. Mais il est également connu des services de police pour une agression et une tentative de viol. Au moment du meurtre de Wanda Lopez, il est en liberté conditionnelle depuis 2 mois seulement. Donc disons que compte tenu de ses démêlés avec la justice, on se pose pas trop de questions. On se dit qu'on a affaire à un délinquant, un prédateur probablement, qui s'en est pris à une femme qui l'a agressée après avoir tenté de la braquer. Dans la station-service Sigmore, qui est à présent une scène de crime, on a retrouvé plusieurs éléments. Tout d'abord, sur le comptoir, il y a un paquet de cigarettes à 85 cents. Durant l'appel au 911, on peut entendre Wanda vendre ce paquet de cigarettes à la personne qui s'apprête à l'agresser. Gardez bien ce détail en tête puisqu'on va en reparler après. On trouve au sol le couteau à cran d'arrêt, l'arme du crime. D'après le rapport de police, une analyse a été demandée, mais aucune empreinte n'a pu être identifiée. On a également retrouvé des empreintes digitales sur la porte de la station-service, mais là encore, impossible de les exploiter puisqu'elles étaient de très mauvaise qualité. Et près de l'endroit où a été poignardée Wanda, on peut distinguer une empreinte de pied au milieu du sang, l'empreinte de celui qui a fait ça, forcément. Le problème, c'est que ce soir-là, il y a eu de nombreux va-et-vient dans la station-service. La scène de crime n'a pas été protégée. Tout le monde a marché de partout, donc les preuves ne sont plus vraiment exploitables. Mais il y a une raison assez simple à ça, c'est que dans la mesure où on venait d'arrêter le présumé coupable, aucune raison d'être précautionneux avec la scène de crime, puisqu'il ne serait pas nécessaire d'enquêter davantage. D'ailleurs, dès son arrestation, il y a eu beaucoup d'éléments troublants qui ont conforté l'hypothèse des enquêteurs. Tout d'abord, le fait qu'on le retrouve caché sous une camionnette, sans chaussures ni chemise, à proximité de la station-service. Pour quelle raison n'avait-il plus ses vêtements sur lui? Et puis, pourquoi a-t-il pris la fuite? Pourquoi s'est-il caché? Si ce n'est pas lui, d'autant que 3 témoins l'ont formellement reconnu. Ajoutez à ça les 149 $ retrouvés dans sa poche, qui correspondent plus ou moins à ce qui a vraisemblablement été volé dans la station-service. Donc ça fait quand même pas mal d'éléments. Mais à côté de ça, comment est-ce possible qu'on n'a pas retrouvé une seule trace de sang sur lui quand on l'a arrêté, que ce soit sur son torse, sur son pantalon ou sur les billets? 2 jours après le meurtre de Wanda Lopez, le propriétaire d'une maison qui se situe à proximité de la station-service a trouvé sur sa pelouse des chaussures et une chemise blanche, appartenant vraisemblablement à Carlos Deluna. On les a aussitôt fait analyser, et là encore, aucune trace de sang. Et ça paraît assez invraisemblable. À la limite qu'on ne retrouve pas de sang sur lui, on pourrait se dire, oui, mais ok, il avait sa chemise qui était tachée de sang, il s'en est débarrassé. Là, on retrouve sa chemise ainsi que ses baskets, aucune trace de sang. Et puis, on peut se demander pour quelle raison il aurait tué Wanda Lopez. Dans l'enregistrement en 911, on l'entend clairement coopérer avec son agresseur. Elle lui tend l'argent et elle le supplie de lui laisser la vie sauve. Donc pourquoi l'aurait-il poignardé? Autant de questions auxquelles devra répondre le ministère public lors du procès, puisque Carlos Deluna est officiellement mis en examen pour le meurtre de Wanda Lopez.
Le procès de Carlos Deluna s'ouvre au Texas le 15 juillet 1983, soit 5 mois à peine après le meurtre de Wanda Lopez. Il est représenté par 2 avocats, dont un qui est totalement inexpérimenté et qui choisissent comme ligne de défense le doute raisonnable sur son identification. Carlos Deluna a toujours nié être le meurtrier de Wanda Lopez. Et c'est vrai qu'hormis l'identification des témoins, on n'a absolument rien qui puisse le rattacher à la scène de crime. D'ailleurs, il tient à le faire savoir au jury. Il va absolument témoigner. Le problème, c'est que lorsqu'il passe à la barre et qu'on l'interroge sur son alibi du 4 février au soir, il fournit plusieurs versions. Tout d'abord, il dit avoir passé la soirée sur un parking à proximité de la station-service avec 2 sœurs, Marianne et Linda Perales. Les 2 jeunes femmes sont interrogées, elles nient l'avoir vue. Ensuite, il dit avoir passé la soirée à boire des bières avec une connaissance à proximité de la station-service. Il dit que ce soir-là, il venait de récupérer son salaire en billets, et puis il avait envie de s'éclater un petit peu malgré sa conditionnelle. Donc il est parti boire quelques bières avec cette connaissance à proximité de la station-service, et puis à un moment, l'homme qui l'accompagnait lui a dit qu'il voulait se rendre au Sigmore pour s'acheter des cigarettes. Il lui a dit, écoute, je vais m'acheter des clopes, et puis je reviens. Il l'a vu partir et rentrer à l'intérieur de la station-service, et de là où il se trouvait, il l'a vu agresser Wanda Lopez et la poignarder. Quand il a compris ce qu'il se passait, il a pris la fuite puisqu'il était complètement paniqué. Vu qu'il était en conditionnel, il n'était pas censé être dehors à cette heure-ci, encore moins en train de boire des bières. Et c'est dans sa fuite qu'il a été aperçu par John et Julie Arsuaga, qui l'ont vu donc prendre la fuite en direction de l'Est. Il explique qu'il a perdu sa chemise en escaladant une clôture et que l'argent qu'on a retrouvé dans ses poches ne provient pas du Sigmore, mais qu'il s'agit de 2 chèques de salaire qu'il venait tout juste d'encaisser. Cela dit, il assure qu'il connaît l'identité de celui qui a tué Wanda Lopez. C'est pas un ami à lui, c'est pas un copain, c'est simplement une connaissance qu'il a déjà croisée quelques fois et avec qui il a bu quelques bières ce soir-là. Il s'agit d'un certain Carlos Hernandez, un latino originaire comme lui de Corpus Christi. Le vrai coupable serait donc un autre Carlos. Vous vous souvenez du paquet de cigarettes ou pas ? Il dit que ce soir-là, il venait de récupérer son salaire en billets, et puis il avait envie de s'éclater un petit peu malgré sa conditionnelle. Donc il est parti boire quelques bières avec cette connaissance à proximité de la station-service, et puis à un moment, l'homme qui l'accompagnait lui a dit qu'il voulait se rendre au Sigmore pour s'acheter des cigarettes. Il lui a dit, écoute, je vais m'acheter des clopes, et puis je reviens. Il l'a vu partir et rentrer à l'intérieur de la station-service, et de là où il se trouvait, il l'a vu agresser Wanda Lopez et la poignarder. C'est sans doute un détail, mais ces nouvelles déclarations collent avec ce que l'on sait de l'agression de Wanda Lopez. Quand elle était au téléphone, elle a tendu un paquet de cigarettes à la personne qui s'apprêtait à l'agresser. Mais le problème avec Carlos Deluna, c'est qu'il a quand même pas mal menti. Donc, comment le croire? Et puis, concernant ce Carlos Hernandez, c'est commun dans le coin Carlos Hernandez. On est au Texas, frontière avec le Mexique, et Carlos Deluna ne fournit pas plus d'informations que ça. Il dit qu'il l'a quelquefois côtoyé quand il était enfant, il l'a même croisé en prison, mais il n'en sait pas plus. Il ne connaît pas son adresse, son numéro de téléphone ou son métier. Le bureau du procureur demande une plaquette regroupant tous les Carlos Hernandez déjà arrêtés par le passé à Corpus Christi, puisque Carlos Deluna dit l'avoir croisé en prison, et on lui présente cette plaquette, et il ne reconnaît aucun Carlos Hernandez parmi tous ces hommes. Cela dit, il demande à passer au détecteur de mensonges. Sa requête est rejetée. Pour le bureau du procureur, Carlos Hernandez serait en fait un fantôme. Carlos Deluna essaierait de gagner du temps. Il essaierait de se sortir de cette affaire avec un énième mensonge. Pour lui, il n'y a aucun Carlos Hernandez. Ce serait tout bonnement un fantôme. Ses avocats eux-mêmes ne croient pas à cette nouvelle version. Pour eux, leur client raconte encore une fois des mensonges. Donc la piste du Carlos Hernandez s'arrête ici. Durant le procès, le procureur apporte des réponses aux questions laissées en suspens. Selon lui, si Carlos Deluna a pris la fuite ce soir-là, c'est parce que c'est lui qui a poignardé Wanda Lopez. Si on n'a pas retrouvé de sang sur ses vêtements
ou sur son corps, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il maintenait Wanda Lopez par les cheveux dans la station-service pendant qu'il la poignardait. Ainsi, il n'aurait pas été taché par le sang de sa victime. Et puis, il ne faut pas oublier la reconnaissance faciale des 3 témoins. Ils sont quand même 3 à l'avoir reconnu. Les témoins sont jeunes, ils ont une bonne vue, ils ne se sont pas concertés avant. Pourquoi aurait-il désigné le même homme si ce n'est pas lui? Qu'aurait-il eu à y gagner? Et puis on a l'appel de Wanda au 911, on l'entend clairement parler d'un latino. Certes, elle dit qu'il est grand, ce qui n'est pas le cas de Carlos Deluna. Il mesure 1,70 m. On se dit que dans la panique, c'est possible de ne pas relever ce type de détails. Cela dit, ce qu'il est important de souligner, c'est que Kevin Baker avait mentionné que l'homme qu'il a vu portait une moustache. Or, Carlos Deluna n'en porte pas. Mais là encore, on se dit que compte tenu de la rapidité de la scène, c'est pas si important que ça. Mais Carlos Deluna persiste et signe. Ce n'est pas lui qui a tué Wanda Lopez. C'est Carlos Hernandez. Le 20 juillet 1983, après 5 jours de procès et seulement 4 heures de délibération, Carlos Deluna est reconnu coupable. Il est condamné à la peine de mort. Alors, pour info, Carlos Deluna avait la possibilité d'éviter la condamnation à mort, puisque le bureau du procureur lui avait proposé en échange d'un plaidoyer de culpabilité la réclusion criminelle à perpétuité. Mais Carlos Deluna avait refusé, il avait expliqué qu'il ne voulait pas reconnaître un meurtre qu'il n'avait pas commis. En 1986, il interjette appel au motif qu'il n'a pas bénéficié d'une bonne défense lors de son procès de 1983. D'après lui, ses avocats de l'époque n'ont pas fait le taf. Ils n'ont pas suffisamment mis en avant le doute raisonnable lors du procès. Sa demande est rejetée. Ses avocats déposent ensuite une pétition auprès de la Cour suprême des États-Unis. Là encore, sa demande est rejetée. Il est donc définitivement condamné à la peine de mort. Le 7 décembre 1989, il est exécuté par injection létale au pénitencier texan de Huntsville à l'âge de 27 ans. Le processus s'est très mal passé puisque les injections successives n'ont pas correctement fonctionné, ce qui signifie qu'il a certainement agonisé durant son exécution. Avant de mourir, il s'est entretenu avec des membres de sa famille, ainsi qu'avec une journaliste américaine et un homme d'église, et jusqu'à la fin, il a maintenu qu'il était innocent du crime de Wanda Lopez et que le meurtrier était Carlos Hernandez. Mais l'État du Texas en a décidé autrement. Les années passent, Carlos Deluna tombe progressivement dans l'oubli. Les meurtres, les arrestations, les exécutions se poursuivent au Texas, jusqu'à ce qu'un professeur de l'université de Columbia se penche sur cette affaire en 2003. James Liebman est professeur de droit à l'université de Columbia dans l'État de New York. Il est également militant contre la peine de mort et il a écrit tout un tas d'articles sur les probabilités, par exemple, d'erreurs judiciaires. Et il lui arrive régulièrement de s'intéresser à des affaires pour lesquelles il y a un doute sur la culpabilité de la personne condamnée. En 2003, l'un de ses élèves lui conseille de s'intéresser à l'affaire Carlos Deluna. Il lui dit regardez, ça pourrait vous intéresser parce qu'il y a quelque chose de pas très clair dans cette affaire. Tout d'abord, James Liebman engage un détective privé. Il lui demande de se rendre à Corpus Christi afin de vérifier cette histoire de Carlos Hernandez, le fameux fantôme. Lui, avant de se plonger complètement dans cette affaire, il veut s'assurer qu'il est sur la bonne piste. Voilà. Il se dit on va quand même vérifier histoire de ne pas perdre trop de temps. Et effectivement, il retrouve la trace du fantôme, comme l'avait appelé le procureur de l'époque. Carlos Hernandez existe bel et bien. Il découvre non seulement qu'en 1983, c'était un délinquant sexuel multirécidiviste de 29 ans, mais qu'en plus, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Carlos Deluna. Même ethnie, même taille, même poids et même caractéristiques physiques. Le détective continue de chercher, il va voir des membres de la famille de Carlos Hernandez, et là, il apprend que certaines personnes de son entourage l'avait entendu se vanter du meurtre de Wanda Lopez. Il leur disait que son tocayo, qui signifie son homonyme en espagnol, avait porté le chapeau à sa place. Vous vous souvenez du premier alibi de Carlos Deluna? Il avait dit avoir passé la soirée avec 2 sœurs, Marianne et Linda Peralez. Mais il s'avère que les 2 jeunes femmes sont les cousines de Carlos Hernandez. Mais ce n'est pas tout. L'argent qui avait apparemment disparu de la caisse enregistreuse de la station-service
avaient en fait été retrouvés par le propriétaire du Sigmore. En fait, les billets étaient éparpillés au sol, donc il avait pu récupérer cet argent et en fait, rien n'avait été volé. Donc effectivement, l'argent que détenait Carlos Deluna dans sa poche ce soir-là provenait de son salaire. Et en creusant davantage, le détective privé découvre que non seulement Carlos Hernandez était très bien connu des services de police de la ville de Corpus Christi, mais qu'en plus, le procureur qui avait fait condamner Carlos Deluna connaissait également l'existence de Carlos Hernandez. Ça sent pas bon du tout. James Liebman, qui a commencé à retravailler sur cette affaire avec un petit groupe d'étudiants, contacte le Chicago Tribune et en juin 2006, le journal publie une série d'articles qui reviennent sur l'affaire Deluna et la possibilité qu'il a pu être exécuté par erreur. J'ai pu mettre la main sur certains des articles de l'époque, parce que là on parle quand même de 2006, et j'ai pas tout trouvé dans leurs archives, mais en tout cas le peu que j'ai trouvé c'est super intéressant et très complet. Tonight, a second look at a Texas case raising questions about the death penalty. In the 30 years since the Supreme Court reinstated capital punishment, no state has executed more people than Texas, 367. Now, a joint investigation between ABC News and the Chicago Tribune finds that Texas may have put at least one innocent man to death. Les années qui suivent, le professeur de droit continue d'approfondir ses recherches sur cette affaire. Plus de 100 témoins sont réinterrogés et 900 pièces du dossier réexaminées. Les résultats sont publiés en mai 2012 par la Columbia Human Rights Law Review. En juillet 2014, James Liebman publie ses travaux de recherche sous la forme d'un livre, The Wrong Carlos. J'ai malheureusement pas pu trouver de version en français, mais franchement c'est pas très grave puisque j'ai eu accès à toutes les archives relatives à l'affaire sur le site The Wrong Carlos. Donc au final, bon, j'aurais bien aimé lire quand même, mais voilà. Toujours est-il que lorsque le détective privé de James Liebman s'est rendu à Corpus Christi afin d'enquêter et qu'il a retrouvé la trace de Carlos Hernandez, le fantôme, il voulait l'interroger, il voulait pouvoir parler avec lui et voir ce qu'il en était vraiment. Le problème, c'est que Carlos Hernandez est mort d'une cirrhose dans une prison du Texas en mai 1999. À ce moment-là, il purgeait une peine de prison depuis 1996 pour avoir agressé un homme avec un couteau à cran d'arrêt. Et ce n'était même pas la première fois qu'il était condamné, puisque dans son casier judiciaire, on retrouve plusieurs agressions de femmes avec un couteau et des braquages de stations-service. Pour vous citer quelques affaires pour lesquelles il a été inquiété, ou pour lesquelles il a été arrêté, on a par exemple en novembre 1979 le meurtre d'une jeune femme de 27 ans, Dalia Sauceda. Elle a été retrouvée violée, étranglée et mutilée dans son van à Corpus Christi, à côté de sa fillette de 2 ans qui dormait à ce moment-là. On avait utilisé un couteau rouillé pour la mutiler dans le dos, on avait dessiné une sorte de grosse croix dans son dos, et dans le van, on avait retrouvé une canette avec les empreintes de Carlos Hernandez, ainsi que son slip. Carlos Hernandez avait été interpellé, il avait été interrogé, mais c'est finalement un autre homme, Jesse Garza, qui avait été arrêté pour le meurtre de Dalia Sauceda. Il avait même été jugé, puis innocenté. Une ancienne petite amie de Carlos Hernandez, Diana Gomez, a confié au détective privé que Carlos lui avait avoué le meurtre de Dalia Sauceda. D'ailleurs, il avait été arrêté en 1986 pour le meurtre de Dalia Sauceda, mais étrangement, il n'y a jamais eu de procès et il n'a jamais été emprisonné. En avril 1989, il a été arrêté après avoir poignardé sa logeuse, Dina Ibanez. Il a été condamné à 10 ans après avoir plaidé coupable, mais il n'a fait que 19 mois de prison. Dina Ibanez a également confié au détective privé que Carlos lui avait dit qu'il avait tué Dalia Sauceda et Wanda Lopez. En fait, il l'avait menacé de mort à plusieurs reprises et une fois, il lui avait dit tu sais quoi, je vais te faire comme j'ai fait aux 2 autres, Dalia et Wanda. À l'époque, quand il lui avait fait ses aveux, elle n'en avait jamais parlé à la police. Carlos was so bragging about the other one that he did at the gas station because somebody else was arrested. He will call him his tocayo and he will laugh about it because he got away with it and somebody else paying for something that he didn't do. J'ai lu un peu la biographie de Carlos Hernandez, je vais vous donner quelques points que j'ai notés. Franchement, c'est pas joli.
Sa mère, Fidela, a eu une fille d'un premier mariage. Elle s'est ensuite mariée avec le père de Carlos, qui s'appelait aussi Carlos, et le père de Carlos a violé la fille de Fidela, et de ce viol, un enfant est né. Le père de Carlos est ensuite parti en prison pour le viol de sa belle-fille. Il a effectué quelques années et en sortant, il s'est tiré, en fait, il n'est plus revenu au domicile, il a fait sa vie ailleurs. Et de ce que j'en ai compris, il y avait beaucoup d'abus physiques et sexuels dans cette famille. Fidela n'était pas une personne, on va dire, stable, c'était une mère qui jetait ses enfants à la rue au gré de ses humeurs. Certains cousins avaient des relations sexuelles entre eux, certains demi-frères, demi-sœurs en avaient également entre eux. Enfin là, je vous parle vraiment d'un cadre assez particulier, on est dans du sordide, dans de l'insolite quelquefois. Et d'après l'entourage de la famille Hernandez, donc leurs anciens voisins et certains membres de la famille, Carlos, c'est un homme qui était extrêmement craint. C'est un homme qui était très violent, qui avait l'habitude d'agresser des femmes, il terrorisait les gens de son quartier. Il a eu plusieurs enfants avec différentes femmes qu'il a régulièrement battues et violées, comme son père. Donc maintenant, si on analyse cette affaire avec un peu de recul, on se rend compte que finalement, la seule chose qui rattachait Carlos Deluna à la scène de crime ce soir-là, c'est l'identification. C'est vrai qu'ils sont trois à l'avoir reconnu. Cela dit, la scène a été assez rapide. Est-ce qu'ils auraient pu le confondre avec Carlos Hernandez? Les deux hommes se ressemblaient énormément au moment des faits. La même ethnie, la même taille, le même poids. Les témoins auraient-ils pu confondre deux latinos en toute bonne foi? Ce qu'il est utile de préciser, c'est que Kevin Baker et George Aguirre ont reconnu Carlos Deluna alors qu'il était à l'intérieur de la voiture de police, torse nu et les mains menottées. Et puis, Kevin Baker avait parlé d'une moustache. Or, Carlos Deluna n'en portait pas, à l'inverse de Carlos Hernandez. John Arzuaga, lui, l'a reconnu sur une plaquette avec différentes photos d'autres hommes. Mais en soi, cette identification n'est pas problématique, puisque Carlos Deluna a reconnu que c'était lui qui s'était enfui de la scène de crime, en tout cas qui s'était enfui en direction de l'Est après avoir aperçu Carlos Hernandez tuer Wanda Lopez. Donc oui, John Arzuaga a pu l'identifier. Son identification est même très certainement sûre, fiable à 200%. Mais c'est pas une identification qui le situe dans la station-service, contrairement aux identifications de Kevin Baker et George Aguirre. Donc clairement, la question qui se pose, c'est si John Arzuaga ne s'est pas trompé concernant cette identification, et que c'est bien Carlos Deluna qui l'a vu partir en courant, est-ce que l'identification de Kevin Baker et George Aguirre est correcte? Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une méprise? Après tout, ce ne serait pas la première fois. C'est ce qu'a permis de démontrer en tout cas l'organisme américain à but non lucratif, Projet Innocence. Le but, c'est de démontrer l'innocence de personnes condamnées en se basant, par exemple, sur de nouvelles expertises ADN ou sur les empreintes digitales. L'organisme déclare que l'identification erronée par témoins oculaires est la principale cause de condamnation injustifiée, aux États-Unis en tout cas. Par ailleurs, plusieurs études américaines ont démontré que nous avons plus de probabilité de nous tromper lors d'une identification interraciale. C'est ce que l'on appelle le biais d'identification interraciale. Race, ethnie, c'est la même chose, on va pas jouer sur les mots. Pour vous donner quelques exemples, il y a l'étude de Boswell, Brigham et Malpass en 1989 et celle de Chiroro et Valentine en 1995. Et on peut citer l'affaire Ronald Cotton en 1984 en Caroline du Nord. La victime était blanche, le suspect afro-américain. Richard Cotton a été condamné à la prison à vie en 1985 pour le viol de Jennifer Thompson et d'une autre femme survenue cette même nuit. Jennifer Thompson était convaincue qu'il s'agissait de l'homme qui l'avait agressée. Elle l'avait longuement observé. Mais en 1995, il a été innocenté grâce à l'analyse de l'ADN des fluides retrouvés sur les victimes. L'étude de Christian Messner et John Brigham, publiée en 2001, a démontré qu'il existe une déficience interraciale définitive et statistiquement significative. C'est-à-dire que les membres d'une ethnie sont manifestement incapables d'identifier avec précision les personnes d'une autre ethnie, peu importe les ethnies en question. Et point important, l'étude a démontré que même si vous avez grandi entouré de personnes de différentes ethnies, vous aurez quand même du mal à identifier un individu appartenant à une ethnie différente de la vôtre. Après, bien sûr, d'autres facteurs augmentent le risque d'erreur d'identification tels que le stress, ou la présence d'une arme à feu,
ou bien l'obscurité. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui peuvent altérer cette identification. Mais en tout cas, quand la personne n'est pas de la même ethnie que nous, il y a une déficience statistiquement significative. Pour en revenir à Carlos Hernandez, d'après ses antécédents judiciaires, les autorités de Corpus Christi connaissaient très bien son identité et sa dangerosité, puisque 4 ans avant le meurtre de Wanda Lopez, il avait été arrêté pour le meurtre de Dalia Soceda, avant d'être relâché. Et c'est la même inspectrice de police et le même procureur qui s'étaient occupés des 2 affaires. Ils connaissaient l'existence de Carlos Hernandez quand ils ont travaillé sur l'affaire Lopez. Donc comment est-ce possible que le procureur de l'époque a pu dire que Carlos Hernandez était un fantôme quand Carlos Deluna l'a mentionné? Ça n'a pas de sens. Alors, il y a quand même un point à souligner. Quand on a présenté une plaquette à Carlos Deluna lors de son procès, afin qu'il reconnaisse le fameux Carlos Hernandez, il semblerait que la photo de Carlos Hernandez se trouvait effectivement parmi tous les hommes présentés, mais Carlos Deluna ne l'aurait pas reconnu. Les explications possibles seraient que soit Carlos Deluna avait peur de Carlos Hernandez, donc il hésitait quand même à le désigner formellement, parce que Carlos Hernandez était un homme très dangereux, soit Carlos Deluna ne l'a pas formellement reconnu, puisque comme je vous l'ai dit, c'était une simple connaissance. Ils se sont croisés quand ils étaient gamins, ils se sont ensuite croisés quelquefois la nuit à Corpus Christi pour boire quelques bières. Donc on peut se dire que peut-être qu'il ne l'a pas reconnu. Mais ça, si on le met à part, ça n'explique pas la raison pour laquelle le procureur de l'époque a menti. Pourquoi est-ce qu'il a dit que Carlos Hernandez n'existait pas? Et ça n'explique pas non plus la raison pour laquelle l'inspectrice de l'époque n'a pas interrogé Carlos Hernandez, puisqu'elle était au courant de son existence. Elle savait à qui elle avait affaire. Alors, la théorie avancée, là encore, là je vous parle en mode théorie, parce que forcément, dans cette affaire, on a plusieurs théories qui ont émergé pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Mais là, la théorie possible, ce serait que Carlos Hernandez était un indique de la police à l'époque, et c'est la raison pour laquelle il passait à chaque fois entre les mailles du filet. Maintenant, la théorie avancée par ceux qui croient en l'innocence de Carlos Deluna serait que ce soir-là, le 4 février 1983, lui et Carlos Hernandez étaient effectivement en train de boire quelques bières à proximité de la station-service. Et puis à un moment, Hernandez a dit à Deluna écoute, je reviens, je vais m'acheter quelques clopes. Comme l'avait dit Carlos Deluna dans la seconde version de son alibi. Lui a attendu à l'extérieur et depuis l'extérieur, il a vu Carlos Hernandez agresser et poignarder Wanda. À partir de là, il a complètement paniqué puisqu'il était en liberté conditionnelle, il a pris la fuite et on pense en fait que son arrestation est due à une succession de malchance, c'est-à-dire que il est passé devant le couple Arsuaga, qui l'a formellement reconnu. Il s'est ensuite caché sous la camionnette, mais un riverain l'a dénoncé à la police, donc il a été arrêté. Il avait sur lui, malheureusement, 149 $ qui correspondent à son salaire de l'époque. On a pensé qu'il s'agissait de l'argent prétendument disparu de la station-service. Kevin Baker et George Aguirre l'auraient confondu avec Carlos Hernandez, donc ils l'ont formellement reconnu. Ajoutez à ça ses déclarations quand on l'a transporté en voiture. Vous vous souvenez au départ, je vous ai dit qu'il avait dit aux policiers est-ce qu'elle est morte? Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais je vais vous dire qu'il l'a fait. Donc là, on a pensé qu'effectivement, ça ne pouvait être que lui, puisqu'il était au courant qu'une femme avait été agressée. On rajoute sur tout ça l'enquête de l'époque qui a été complètement bâclée, la scène de crime qui n'a pas été protégée, les empreintes qui apparemment ont été relevées, mais n'auraient pas été exploitables. Et par-dessus ça encore, on ajoute le mensonge du procureur de l'époque qui avait expliqué que Carlos Hernandez était un fantôme. Donc cette succession de malchance aurait conduit à la condamnation à mort de Carlos Deluna, qui aurait payé à la place de Carlos Hernandez. Et la question qu'on continue de se poser, c'est mais pour quelle raison Wanda Lopez a-t-elle été assassinée? On l'entend durant l'appel au 911 qu'elle coopère avec son assaillant. Elle lui tend les billets. Donc pour quelle raison a-t-elle été tuée? Cette question ne trouvera certainement jamais de réponse, puisque les deux Carlos sont morts en emportant leur secret dans la tombe. En juin 2021, Netflix a publié le documentaire de Patrick Forbes qui retrace cette affaire, Le fantôme de Carlos Deluna. C'est un très bon documentaire, bien plus complet que ma vidéo, que je vous conseille d'aller regarder. D'ailleurs, c'est en tombant dessus sur Netflix que j'ai eu l'envie d'en faire une vidéo, donc je vous le conseille à 200%.
Aujourd'hui encore, malgré les réticences de l'État du Texas à rouvrir cette affaire, beaucoup se demandent si, finalement, ce n'est pas le tocayo qui a été exécuté par erreur pour le meurtre d'une jeune mère de famille survenue une nuit de février 1983. À présent, les résultats du sondage. Au moment où je tourne, 46% d'entre vous n'auraient pas considéré la reconnaissance faciale fiable à cause de la rapidité de la scène ajoutée à la différence d'ethnie. Ce que l'on peut en déduire, c'est que si vous aviez été le ministère public à l'époque, vous n'auriez pas poursuivi Carlos Deluna puisque, en soi, la seule chose qui le rattachait à la scène de crime, eh bien, c'était l'identification faciale puisque, souvenez-vous, on a retrouvé son ADN ou ses empreintes nulle part. Si malgré tout vous aviez décidé de le poursuivre, je pense que la peine de mort aurait été écartée, voire Carlos Deluna aurait été acquitté, puisque encore une fois, la seule chose qui le rattachait à la scène de crime, c'était l'identification faciale. Bon, moi en tout cas c'est comme ça que j'interprète les chiffres de ce sondage, peut-être qu'on peut les analyser autrement, mais je pense, en essayant d'être le plus pragmatique possible, on va dire que ce chiffre indique qu'il n'aurait pas été poursuivi à l'époque ou qu'il n'aurait pas été condamné à mort, en tout cas que ça aurait été écarté à cause du doute raisonnable. Je tiens à vous remercier d'avoir participé au sondage, vous avez été très nombreux à avoir répondu et je suis contente parce que globalement vous avez bien compris la question. J'ai eu que 2 ou 3 personnes qui m'ont fait du hors-piste et j'ai eu je crois 2 commentaires où là on était carrément dans une réalité alternative, donc j'étais plutôt content. Je me suis dit bon ça va, j'ai bien posé la question. Des fois j'ai des doutes, je me dis est-ce que je pose bien le problème, est-ce que c'est assez clair ou pas. Là je pense que c'était peut-être un peu complexe, mais en soi vous avez bien compris qu'il était clairement question en fait de l'identification faciale par le biais de la différence ethnique et je suis trop contente. D'ailleurs dites-moi si maintenant que vous connaissez l'affaire dans son entièreté, vous changeriez la réponse au sondage ou est-ce que vous maintiendriez votre réponse. Je serais très curieuse de le savoir. Bon, et bien si vous en êtes à cette partie, c'est que vous avez regardé l'entièreté de la vidéo ainsi que le sondage et j'en suis très contente parce que je trouvais cette affaire mais tellement intéressante que je me devais de vous en parler. Au début, j'ai un peu hésité parce que je trouvais que l'affaire elle était très complexe et je savais pas comment vous l'amener. Moi, je sais pas si Carlos Deluna est innocent, je sais pas si c'est Carlos Hernandez qui l'a fait. C'est vrai que après avoir fait mes recherches, il y a un doute qui est quand même plus que raisonnable. J'ai sacrément l'impression que Carlos Deluna a été condamné à cause d'une succession de malchances et de mauvaises décisions également qu'il a prises, on va pas se mentir, il a quand même pris de très mauvaises décisions à la suite du meurtre de Wanda Lopez, déjà avoir pris la fuite, même si ça peut se comprendre dans le contexte de l'époque, mais il y a eu l'après, c'est-à-dire que plutôt que de cracher le morceau tout de suite et de donner l'identité de Carlos Hernandez, il est resté muet comme une pantoufle, il aurait dû le dire dès le départ. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'il n'a pas craint pour sa vie, pour la vie de ses proches? C'est possible. Donc, en fait, c'est mitigé, j'ai un sentiment très mitigé sur cette affaire. Je me dis, est-ce qu'il aurait pu renverser le cours des choses ou est-ce que de toute façon, il a été condamné à partir du moment où il a décidé de boire cette bière à côté de la station-service avec Carlos Hernandez? C'est une question que je me pose. Et si vraiment il est innocent, ça fait mal au cœur et puis ça permet de relancer effectivement le débat autour de la peine capitale parce que là en l'occurrence, même si on n'a pas la certitude à 100% qu'il est innocent, voilà, tout laisse penser qu'il est effectivement innocent. En tout cas, moi je le pense à, on va dire, 97%, même s'il y a des petits trucs encore où je suis pas tout à fait au clair. La réflexion que je me suis faite aussi, c'est, mais imaginez que ce soir-là, c'est une réflexion que je me suis faite comme ça parce que j'ai trouvé qu'effectivement le terme de tocayo homonyme, en fait il était vraiment poussé dans cette affaire dans la mesure où en plus d'être un homonyme au niveau du nom, les gars ils se ressemblent de ouf. Donc je me suis dit, imaginez le soir quand Wanda était au téléphone avec le 911, si elle avait, mettons, su l'identité de Carlos Hernandez, imaginez si elle avait dit à l'opérateur, je le connais, il s'appelle Carlos. En fait, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, putain, mais en vrai, le gars, il était vraiment condamné, mais jusqu'au bout, parce que si elle avait dit ça,
lui-même s'appelait Carlos, donc au final, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais en gros, je me suis dit, mais en fait, c'était limite, c'était écrit d'avance que de toute façon, c'est lui qui allait prendre. À partir du moment où il est parti boire ce verre avec Carlos Hernandez, c'était... Pour moi, il était condamné, en fait. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Maintenant, le truc qui m'a quand même pas mal foutu le seum, c'est que je me dis, purée, à l'époque, le nombre de personnes qui étaient au courant qu'en fait, si ce qu'ils disent est vrai, hein, genre l'entourage de Carlos Hernandez, ils disent tous, oui, il nous a confié la mort de Wanda, c'est lui qui l'a tué, mais genre personne n'a parlé. Tout le monde avait peur de lui. C'était qui le gars? Tony Montana? En fait, je sais pas, c'est trop bizarre, parce que je me dis, il y avait un gars qui était dans le couloir de la mort, et jusqu'au bout, personne n'a rien dit. Ah, ça fait mal quand même, hein. Et je veux anticiper certains commentaires, certaines personnes qui pourraient dire oui, mais de toute façon c'était pas un enfant de cœur, il avait un casier judiciaire long comme le bras, il avait déjà agressé une femme, il avait tenté d'en agresser une autre, etc. C'est pas parce que le gars c'était une crapule qu'il méritait de payer pour le meurtre de quelqu'un d'autre, parce que c'est pas ça la justice en fait. La justice, c'est pas de se dire lui on l'a exécuté à la place de l'autre, c'est pas grave, de toute façon c'était pas un gars bien. Non, en fait c'est pas le sens, et je dirais même c'est pas l'essence de la justice. S'il l'a pas tué, il l'a pas tué, basta. Il faut qu'on le condamne pour quelque chose qu'il a fait. Et puis même pour la victime, en fait, c'est pas juste, parce que c'est quelqu'un d'autre qui a été condamné à la place de son meurtrier. Et puis il y a aussi un autre point, c'est qu'en ne condamnant pas le vrai coupable, on laisse libre quelqu'un qui va certainement récidiver. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il a récidivé avec Dina Ibanez, entre autres. Donc, j'anticipe, hein, parce que j'avais eu certains commentaires de ce style sous ma vidéo Marc Machin, que je vous mets là ou là. Et dernier point, comme je vous l'ai dit, j'ai contacté James Liebman par mail. Il a pris le temps de me répondre. Et je lui ai posé une question, je lui ai dit, mais mettons que demain, vous puissiez prouver avec certitude que c'est pas Carlos Deluna, mais Carlos Hernandez le coupable. Est-ce qu'il y a une procédure particulière aux États-Unis? Puis c'est pas moi, la réhabilitation du nom de Carlos Deluna ou des excuses publiques, enfin quelque chose quoi. Et il m'a expliqué en fait que malheureusement aux États-Unis, post-exécution, il n'y a rien qui puisse être fait. Donc la vérité judiciaire restera celle-ci, c'est-à-dire que ce sera Carlos Deluna qui sera pour toujours et à jamais considéré comme l'assassin de Wanda Lopez, même si demain ils ont vraiment un élément indubitable qui prouve que c'est bien Carlos Hernandez qui a tué Wanda Lopez. J'ai trouvé que c'était un peu triste, puis après je me suis dit, je pense que c'est pas le seul malheureusement à avoir payé pour quelqu'un d'autre, et ouais, c'est un peu malheureux. Enfin bon, écoutez, moi je vous laisse me mettre en barre des commentaires tout ce que vous avez pensé sur cette affaire. Je suis trop contente d'avoir pu vous la présenter parce que j'ai quand même travaillé longtemps dessus. Je vous l'ai dit, hein, j'ai appelé les archives nationales du Texas, le tribunal de Corpus Christi. En fait, il me fallait certains trucs comme des dossiers, des enregistrements de procès. Et c'était pour certains détails en fait de l'affaire, parce que je voulais vraiment jusqu'au bout vous donner les bons éléments, vu que je trouvais des infos contradictoires. Et je me suis dit, vas-y, on va appeler les Texans. Oh mon Dieu, franchement les pauvres, j'ai dû les dégoûter des Français. Mon accent il est tellement dégueulasse que, à mon avis, on est wanted là au Texas, hein. Donc n'y mettez pas les pieds, parce qu'à cause de moi vous allez avoir des problèmes. Mais ils ont été trop sympas. Mais en fait le truc c'est qu'après j'ai pas pu obtenir les dossiers en question, parce qu'il fallait grave sortir de l'argent pour au final ne même pas être sûr d'obtenir l'information qu'il me fallait. Je me suis dit bon, c'est pas très grave, c'est des infos secondaires de toute façon, donc c'est pas hyper grave. Et puis je pense avoir fait mon max pour vous donner vraiment les bonnes infos jusqu'au bout. Allez regarder si vous le pouvez le documentaire sur Netflix de Forbes, parce que je l'ai trouvé super intéressant. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il est 2 h du mat et que je suis fracassée. Donc ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.